Le 9 juillet 1994, le premier épisode de la série Muddling Through est diffusé sur CBS. Cette série comique raconte l'histoire de Connie Diego, une femme qui sort de prison après avoir tiré sur son ex-mari qui l'avait trompée. Muddling Through était diffusé tous les samedis soirs durant l'été. L'objectif était de faire de la série un gros projet en cas de succès sur la diffusion de l'été. Cependant, les audiences ne furent pas au rendez-vous et cela s'explique assez simplement car au même moment sur la chaîne concurrente NBC étaient diffusées les adaptations des nouvelles de Danielle Steel qui visait le même public, à savoir un public majoritairement féminin. Et cette diffusion simultanée n'était pas due au hasard, mais découlait d'une stratégie qui finira par aboutir à la série qui va nous intéresser aujourd'hui, Friends. Effectivement, ce que j'ai omis de préciser, c'est que le second rôle principal de Muddling Through est tenu par Jennifer Aniston. Au même moment, la série Friends est en développement et compte sur l'actrice qui a donné sa priorité pour la première série. Warren Littlefield, qui travaille pour la chaîne NBC, décide donc de mettre en place le stratagème que je vous ai expliqué en introduction pour faire en sorte que Muddling Through soit annulé. Et donc par la même occasion, récupérer Jennifer Aniston pour Friends. Il réussit. À ce moment-là, la série était donc en train d'être créée par Martha Kaufman et David Crane. Effectivement, cela faisait 1 an que les deux scénaristes travaillaient sur la série. En réalité, depuis l'annulation de leur précédente sitcom Family Album qui était diffusée sur CBS. Le duo avait également créé la série Dream On pour HBO en 1990. Mais cette fois, c'était différent. L'objectif était de sortir du carcan habituel dans lequel se cantonnaient les sitcoms, à savoir la famille. En décembre 1993, Martha Kaufman et David Crane présentent donc un projet intitulé Insomnia Café qui suit une bande de jeunes adultes qui traînent dans un café. L'histoire, directement inspirée de leur propre vécu lorsqu'ils se sont rencontrés à l'université à New York, devait donc se passer dans un café. Si cette idée fut abandonnée, une autre fut maintenue et elle allait révolutionner la sitcom. La série se concentrerait sur une bande d'amis, s'appelant dans un premier temps Friends Like Us ou encore Six of One avant d'avoir son nom définitif. Parce qu'effectivement, Friends est très loin d'avoir inventé le genre de la sitcom. Il y avait déjà énormément de sitcoms familiales comme Roseanne, sorti en 1988, le Cosby Show à partir de 1984, The Andersons ou même Happy Days. Mais clairement, Friends est beaucoup plus proche de Seinfeld, la série culte aux États-Unis et quasiment inconnue en France qui se concentre sur le personnage de Jerry Seinfeld, stand-upper ultra populaire à l'époque. Et encore aujourd'hui. On retrouve aussi une bande d'amis, mais comme j'ai dit, c'est vraiment centré autour d'un personnage. Puis l'ambiance de la série n'est pas vraiment la même et est beaucoup moins bon enfant. Mais surtout, la révolution qu'apporte Friends et qui démontre parfaitement le contexte dans lequel elle a été créée, c'est la problématique principale de la série. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, ne vous inquiétez pas, voici littéralement le début du premier épisode qui va servir de piqûre de rappel. Welcome to the real world. It sucks. You're gonna love it. En effet, la série traite de l'entrée dans le monde adulte. L'angoisse du premier logement seul, des premiers boulots, des premières relations sérieuses. Le moment où on doit justement donner un sens à sa vie et lui trouver une direction. C'est l'élément central de la série qui traverse quasiment tous les personnages et en particulier celui de Rachel. Et si ce thème peut paraître aujourd'hui un peu éculé, il n'en était rien à l'époque et encore moins pour une sitcom. Comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, à ce moment-là, les séries cherchaient avant tout à toucher un public familial par le biais des parents qui avaient le contrôle sur les programmes qui étaient regardés par la famille à la télévision. Les séries reflétaient alors cette société conservatrice où les parents occupent un rôle majeur dans la vie quotidienne. Or, avec Friends, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est absolument pas le cas, tout au contraire. Les figures parentales sont au mieux chancelantes, au pire absentes, et la notion de famille apparaît alors comme complètement reléguée au second plan, au profit du groupe d'amis. Logique vu le nom de la série. Et en ça, la série est un marqueur de son époque. Dans les années 90, désormais, on sort pour de bon des séries traditionnelles et de ses codes. En plus de sortir de l'idéal familial, Friends se déroule en plein New York, là où la plupart des sitcoms prenaient le plus souvent place en banlieue pavillonnaire. Michael Tough affirme que selon lui, cela s'explique par la baisse de la criminalité dans les villes, l'amélioration des moyens de transport et la rénovation des quartiers qui ont fait que la génération X se sont appropriés ces centres-villes. Pour autant, si l'action se passe à New York, en réalité, tout a été tourné dans des studios à Los Angeles, y compris le générique dans La Fontaine. Des sujets assez contemporains sont également abordés. Un article universitaire relève que l'ennui et la routinisation de la vie qu'on voit dans la série étaient particulièrement présentes chez les jeunes adultes dans les années 90. Les 30 glorieuses et les mouvements hippies sont passés, la fièvre des années 80 aussi. Désormais, il faut faire place au spleen de la fin de siècle. On voit aussi l'apparition des bullshit jobs, dans des bureaux qui sont tellement inutiles que personne n'arrive à les retenir. What is Chandler Bing's job? Oh gosh, is that something to do with numbers?
Et cela entraîne aussi un changement de métier important de la part des protagonistes, ce qui commençait à devenir commun et ce qui est aujourd'hui la norme pour la plupart des individus. On ne fait que rarement un seul métier dans notre vie, et Friends commence à l'illustrer. Le sociologue Charles Fleury conclut lui-même que les membres de la génération X, dont font partie les personnages de Friends, sont plus susceptibles de connaître un parcours professionnel en dents de scie et de jouir de conditions de travail moins avantageuses que leurs prédécesseurs. Aussi, pour une des premières fois, une série montre un couple lesbien et qui plus est avec un enfant et un mariage. À savoir que pour ce mariage lesbien, ils avaient engagé plus de 200 personnes pour être prêts à répondre au téléphone et recevoir les plaintes des différents téléspectateurs, et finalement, ils n'en ont eu que 11. Le thème de la PMA est abordé et mis en avant avec la grossesse de Phoebe. Bon, alors en réalité, c'est parce que Lisa Kudrow était enceinte et il fallait justifier son ventre, et à la fois les réalisateurs ne voulaient pas qu'un personnage ait un enfant aussi vite. Il faut quand même se rendre compte qu'à l'époque, Friends a eu du mal à faire accepter à la chaîne et même plus globalement à la société d'avoir le droit de parler de préservatifs et même d'en montrer dans des épisodes. Et comme vous le savez, si vous avez vu la série, ils en parlent. Et pas qu'un peu. I know, but condoms only work like 97% of the time. What? Friends marque donc une transition dans l'univers des sitcoms en rejetant les normes conservatrices qui étaient en vigueur jusqu'à présent. Cela peut expliquer en partie les premières réactions timorées que le pilote a reçues. La chaîne NBC trouvant la série, je cite, pas très divertissante, drôle ou intelligente. Ils ont d'ailleurs forcé les créateurs à modifier le générique pour insérer des passages de la série dedans, plutôt que d'avoir uniquement les plans dans la fontaine qui faisaient trop hippie. Pour autant, si la série est le symbole d'une époque, elle a donc été novatrice sur certains points qu'on a évoqués, mais tombe dans le même temps dans des écueils qui aujourd'hui peuvent faire tiquer. Dans un premier temps, il y a les rires enregistrés, qui ne sont pas forcément enregistrés. En effet, la plupart des scènes étaient tournées face à un public parfois composé jusqu'à 400 personnes qui réagissaient donc en direct. C'est aussi ce qui donne cet aspect théâtral à la série, avec énormément de ping-pong dans la manière dont se répondent les personnages. Les créateurs expliquaient qu'ils interagissaient beaucoup avec le public en leur demandant fréquemment leur avis sur certaines blagues et en scrutant les réactions pour modifier le script si besoin. Pour autant, même si la plupart des scènes étaient jouées en public, ce n'était pas le cas des cliffhangers de fin de saison ou de fin d'épisode, pour les relations amoureuses par exemple, qui étaient jouées sans public pour éviter les spoilers. De même, c'est assez marrant, les créateurs ont avoué dans une interview que parfois ils effectuaient des échanges de public si jamais les tournages finissaient trop tard pour que le public ne soit pas trop fatigué et donc réagisse un peu moins fortement. D'ailleurs, si on enlève les rires du public, l'atmosphère de la série change complètement. C'est assez frappant. You attacked your ex-wife? Oh, no. I tried. Maybe we could attack them together. Mais surtout, on peut noter l'absence totale de minorités dans le cast principal, mais plus globalement dans la série, puisqu'il faut attendre la saison 9 pour avoir un personnage de couleur un peu récurrent. De même, certaines blagues sur les LGBT sont simplement de mauvais goût, et les créateurs de la série affirment même les regretter. Certains vont alors jusqu'à dire qu'il s'agit d'une série problématique. Je pense personnellement qu'il est compliqué d'affirmer une telle chose à partir du moment où la série est, comme on l'a vu, principalement le fruit de son époque. Effectivement, si elle sortait aujourd'hui, elle ne ressemblerait probablement pas à ça. Mais n'est-ce pas aussi ce qui fait son intérêt? Pourquoi faudrait-il occulter une série car elle ne respecterait pas forcément les mœurs de notre époque, quand un de ses intérêts principaux est justement de mettre en scène les mœurs d'une autre époque? Friends représente et donne un aperçu de la jonction entre les années 90 et les années 2000, avec ses qualités et ses défauts, ses avancées mais aussi ses retards sur le plan social. La série n'est ni rétrograde ni révolutionnaire, et c'est pour ça qu'elle a pu devenir aussi populaire. Ce qui est particulièrement étonnant, c'est qu'elle ait réussi à rester aussi populaire, même aujourd'hui auprès des nouvelles générations. Selon moi, cela peut s'expliquer par sa thématique qu'on a vue plus tôt, mais aussi pour la structure de certaines blagues. Certaines références de Friends auraient pu et sont même quasiment des mèmes. We were on a break! Coffee house? You bet. Quand on pense à The Office, dont les gifs continuent régulièrement d'inonder les réseaux sociaux, la dynamique est la même avec Friends, dont les références universelles continuent à traverser la pop culture et les époques. Et cela sans prendre en compte l'accessibilité de la série grâce à Netflix, là où avant il fallait acheter les coffrets DVD, qui étaient en plus souvent vendus par saison, voire même par 4 ou 5 épisodes. Cela lui a permis d'influencer de très nombreuses séries comme How I Met Your Mother, mais pas que. Il faut savoir qu'assez peu d'entre elles sont vraiment arrivées jusqu'en France, mais dès le début des années 2000, il y a eu un raz-de-marée de séries qui souhaitaient copier Friends, sans jamais atteindre son succès. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est comme d'habitude, c'est une série intergénérationnelle, donc j'aimerais trop savoir comment vous avez découvert Friends. Personnellement, c'est avec Netflix. Aussi, n'hésitez pas à me dire votre personnage préféré. Je sais qu'il y a un gros débat là-dessus, j'ai demandé sur Twitter, c'est Chandler qui semble avoir gagné.
mais bon, je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui seraient pas d'accord avec ça, donc n'hésitez pas à me dire lequel et pourquoi. Et enfin, je vous préviens que si cette vidéo fait plus de 50 000 vues et plus de 7000 pouces bleus, je réaliserai une vidéo sur The Office, une autre sitcom, parce que ça me prouverait que les vidéos sur les sitcoms ça vous intéresse, et moi j'adore The Office, c'est ma sitcom préférée. En attendant, n'hésitez pas donc à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager la chaîne autour de vous, à me suivre sur Instagram ou même sur Twitch, puisque je vais bientôt reprendre les lives. On se retrouve dimanche prochain à 15h, c'était Adam Bros. Ciao.